Bonjour à tous, bienvenue sur cette visioconférence sur le logement senior. Donc je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui. On a la chance de pouvoir faire chaque semaine ces visioconférences sur le thème du logement senior, aussi bien du tri, l'adaptation du logement et aujourd'hui les différents types de logements seniors. Nous avons la chance d'être financés par plusieurs territoires, notamment le Val d'Oise, la Seine-Saint-Denis, le département de l'Allier, le département des Hauts-de-Seine, le territoire des Yvelines, les Ille-et-Vilaine, l'Essonne, et tout cela grâce au concours de la CNSA et de la conférence des financeurs. Donc on les remercie pour ce soutien. Donc, de mon côté, je suis Gwendoline Cotrez, donc j'ai fondé la structure Movadom il y a maintenant plus de 8 ans. Et mon métier, c'est de proposer des conférences, donc conférences physiques, qui, vous le savez, en ce moment ne sont plus possibles, qui ont été décalées malheureusement, et puis des visioconférences depuis le début du confinement, chaque jeudi matin à 10h30. Donc n'hésitez pas à vous inscrire ou à inscrire des amis sur notre liste de diffusion. Ceux qui ont participé aujourd'hui, évidemment, sont inscrits et recevront les invitations chaque semaine pour les visioconférences. Mais vous pouvez sur le site movadom.com inscrire des amis, de la famille. Ce sont des visioconférences qui sont gratuites et qui ont lieu chaque semaine. Pour les conférences physiques, vous pouvez aussi en parler avec votre commune. Sur les territoires que j'ai cités en introduction, nous avons des financements pour des conférences dans les communes. Donc moi, je me déplace et vous pouvez, par exemple, alors aussi bien dans les communes, mais aussi, pourquoi pas, si vous êtes dans une résidence senior, avoir ce type de conférence sur le tri, l'adaptation du logement. Et les replays des visioconférences sont disponibles sur le lien go.movadom.com/replay. Donc je vais maintenant présenter Pascal. Donc Pascal Macias a créé une agence Movadom Allier. Donc comme son nom l'indique, dans l'Allier, il propose des conférences pour les retraités sur l'Allier, mais également des accompagnements individuels au changement de domicile. Donc si vous connaissez des personnes qui ont le souhait de changer de logement ou de désencombrer un logement sur l'Allier, vous pouvez le contacter sur macias.pascal@movadom.com. Justine, est-ce que tu peux te présenter? Je te laisse peut-être allumer ton micro et nous dire quelques mots sur Colette, sachant que tu vas présenter plus amplement tout à l'heure. Oui, tout à fait. J'espère que vous m'entendez bien déjà pour commencer. Parfaitement. Super. Donc, bonjour à tous. Je suis ravie de vous présenter aujourd'hui Colette Club et la cohabitation intergénérationnelle. Donc, un système que je vous partagerai plus en détail tout à l'heure. Donc voilà, moi je suis en charge de toute la communication dans cette jeune start-up. Donc la cohabitation intergénérationnelle qui permet à des personnes de plus de 60 ans de cohabiter avec des jeunes de moins de 30 ans. Voilà, je vous en dirai plus tout à l'heure. Merci beaucoup, Justine. Donc, vous avez les coordonnées de Justine qui s'affichent, qui sont également dans la conversation. Donc, c'est justine@colette.club et son numéro de portail il est également. Donc, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas de toute façon à revenir vers l'un d'entre nous. Et puis, vous pouvez aussi poser vos questions dans le chat à Justine, à Pascal et à moi également, mais je serai peut-être un petit peu moins disponible pendant cette présentation. Donc, pour ceux qui ont l'habitude, on va commencer par un quiz. Donc, l'idée, c'est de savoir un petit peu sur votre logement. Est-ce que aujourd'hui votre logement est adapté à vous et est-ce que c'est un logement qui vous convient parfaitement? Donc, première question. Donc, à chaque question, quand vous répondez oui, vous allez pouvoir vous noter un point. Donc, est-ce que je suis capable d'effectuer tous les actes de la vie courante seule? Donc, par exemple, aller faire mes courses, faire ma toilette, prendre un repas. Donc, est-ce que je peux faire tous ces actes de la vie courante seule? Si c'est le cas, vous notez oui. Et un point.
Deuxième question, j'aime entretenir votre intérieur. Donc, votre intérieur est bien rangé, bien épuré. Alors, pour ceux qui ont fait du tri depuis quelques semaines avec moi, et c'est quelque chose qui ne vous dérange pas. Ou alors, vous avez de l'aide et vous avez quelqu'un qui vous aide, donc une aide ménagère qui vient vous aider peut-être chaque semaine pour entretenir votre intérieur. Donc là, vous notez un deuxième point. Donc, vous comptez bien vos points et après, vous pourrez me dire dans le chat combien de points vous avez eu. Troisième question, j'ai un logement qui me convient et est adapté à ma perte d'autonomie, actuelle ou future. Donc la question peut-être un petit peu plus difficile, mais c'est se dire, est-ce qu'aujourd'hui je suis dans un 4e étage sans ascenseur et donc je sais que d'ici peut-être quelques années, ça peut poser un petit peu plus de problèmes. Ou alors, est-ce que je suis dans un logement qui est très éloigné des commerces et pour lequel il est compliqué, si je n'ai pas de voiture, de pouvoir récupérer mes courses. Donc c'est vraiment, est-ce que ce logement, je sais que je vais pouvoir y rester le plus longtemps possible, confortablement et surtout en toute sécurité. Donc ça, oui, si c'est le cas, vous rajoutez un point. Si ce n'est pas le cas, vous ne mettez pas de point. Donc, quatrième question, j'ai au moins un contact par jour avec une personne extérieure. Donc, de la famille, des proches, des voisins. Donc, ça peut être effectivement aller chez le boucher tous les jours, voir son facteur. Donc, en tout cas, j'ai un contact chaque jour avec une personne extérieure. Est-ce que c'est le cas? Oui. Ou est-ce que ce n'est pas le cas? Donc, ensuite, vous pouvez me mettre, hop, alors Denise, 1, hop, Catherine, 4, Evelyne, 3, parfait. Donc effectivement, ceux qui ont 3 ou 4, on peut considérer, alors après, c'est une considération, à vous de mettre le curseur aussi, hein, ça, il n'y a pas de règles qui sont préétablies là-dessus, mais c'est se dire, si j'ai 4 sur 4, ça veut dire que finalement, tout va bien, je suis très bien dans mon logement, et ça pose pas, en tout cas pour le moment, de problème. Après, il peut être intéressant quand même d'y réfléchir. Par contre, si on est entre 1 et 2, ça veut dire qu'on a peut-être quelques difficultés dans son logement, peu de contact avec des personnes extérieures parce que son logement ne le permet pas. Et puis, peut-être qu'effectivement, on a besoin d'un petit peu d'aide. Donc, une question peut commencer à se poser, c'est une idée qui peut commencer à germer dans votre esprit, de se dire pourquoi pas commencer à réfléchir à un autre type de logement. Et on va le voir, il y a plein de solutions qui ne nécessitent pas toujours d'ailleurs de changer de logement, hein. Ça peut être des adaptations dans son logement. Donc effectivement, Titine, vous me dites 4 pour l'instant, c'est des choses qui peuvent évoluer, donc vous pouvez avoir aussi en tête ces questions, les garder de côté et vous dire, je peux refaire ce test peut-être dans 1 an, 2 ans, 5 ans, et voir que ça a évolué et que peut-être les choses vont devoir être adaptées. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant. Ça peut être intéressant aussi de faire ce test avec de la famille, des amis, des proches, si vous êtes aidant notamment, si vous avez un parent, un proche qui est en difficulté dans son logement, de lui faire le test et de voir combien de points. Donc si vous avez effectivement, si cette personne a 3 ou 4 points, on peut considérer que ça a l'air de sembler aller dans son logement. Et peut-être que si on a moins de points, on peut commencer à se poser la question d'un nouveau logement. Donc, on va commencer avec quelques chiffres, hein. Je vais vous assommer dès le matin comme ça. Non, l'idée, c'est de vous donner des chiffres qui, je pense, sont assez concrets, qui sont très bien faits. Donc, c'est une étude qui a été réalisée par la CNAV, qui est très intéressante sur la mobilité et le parcours résidentiel des seniors. Donc la mobilité résidentielle, comme on le voit sur ce petit graphique, elle est finalement beaucoup plus importante en début de parcours de vie. Donc vous voyez par exemple à 35 ans, la mobilité elle est de 60%. Donc généralement, c'est les âges entre 35 et 40 ans où on va avoir beaucoup de mobilité de par son travail, mais aussi familiale. On va peut-être changer de logement parce que notre logement est trop petit. On va souvent s'éloigner aussi des cœurs de ville pour prendre quelque chose de plus grand. Il y a l'arrivée des enfants. Enfin voilà, il y a pas mal de modifications qui font qu'il y a un déménagement qui est à prévoir et donc un changement de lieu de vie. Ensuite, vous le voyez, il y a un pic entre 50 et 55 ans.
Alors ça, c'est la période finalement, du départ des enfants de la maison, peut-être le départ à la retraite. Alors moi, ça m'a toujours semblé un petit peu tôt pour le coup, mais peut-être juste avant la retraite. En tout cas, c'est cette période de grand chamboulement, où on va souvent déménager parce que, il y a un changement de vie, hein. Les enfants partent de la maison et parfois on arrête son activité professionnelle. Donc on n'a plus forcément besoin, d'avoir un logement qui est près de son travail. On peut avoir un plus petit logement ou alors justement on va chercher à avoir plus grand, mais à la campagne, changer de région. Et puis, au fur et à mesure des années, la mobilité résidentielle, elle diminue. En fait, on déménage de moins en moins avec l'âge. Et alors, la raison pour laquelle on déménage de moins en moins, c'est que déménager, c'est quand même quelque chose d'assez stressant et changer de logement, changer ses habitudes, c'est quelque chose d'assez difficile. Ce qui m'intéresserait, c'est de savoir dans les personnes qui sont présentes, depuis combien de temps, habitez-vous dans votre logement? C'est aussi quelque chose qui a un impact, c'est de se dire si ça fait 10, 20, 30, 40 ans que je suis dans mon logement, c'est plus difficile de changer de logement. Ah, 40 ans Evelyne, Titine 45 ans. Oui, donc vous êtes, j'imagine, très attachée. Marie-Odile, 26 ans, Catherine, 20 ans. Oui, donc vous êtes en tout cas depuis plusieurs dizaines d'années, là on peut le dire, hein, pour tous. Marie-Thérèse, 22 ans, Denise, 15 ans, ah, Catherine un petit peu moins, mais bon, déjà 10 ans, 18 ans, Jacqueline, 40 ans. Donc c'est très intéressant. Vous êtes effectivement, on est tous depuis effectivement au moins 9 ans. Là pour l'instant c'est Aurélie qui a le plus petit chiffre et Titine qui gagne avec ses 45 ans dans son logement. Pascal, 25 ans, très bien. Josiane, 16 ans. D'accord, vous êtes attachée à votre logement, Evelyne. Ça dépend pas, c'est pas le contexte familial qui a fait effectivement. Ah, Caroline, vous gagnez 2 ans. Ah non, Jocelyne, 1 an et demi, mais 38 ans dans le précédent. Ah oui, donc effectivement, vous avez fait le changement récemment. Très bien. Ah, pas attaché. D'accord, vous n'y êtes pas attaché. Bon, parfait. Super. Très bien, Evelyne. Merci à tous pour vos réponses en tout cas. Et effectivement, on le voit souvent, en fait, on reste longtemps dans son logement. Et donc, il y a des habitudes qui sont prises. Et donc, c'est vrai que d'en changer, et là, on va parler de d'autres modes d'habitat, c'est pas forcément évident, effectivement. Et souvent, un déménagement, c'est très stressant. Donc, il y a 82% des Français, et ça à tout âge, hein, donc, il n'y a pas cet aspect, effectivement, âge n'a pas forcément d'impact. Donc, vous voyez, chez les jeunes entre 18 et 24 ans, c'est quand même stressant pour 71%. Entre 35 et 49 ans pour 83%. Et finalement, chez les plus de 65 ans, c'est un petit peu plus stressant, mais pas beaucoup plus. Donc, ça reste un stress pour tous et c'est quelque chose de difficile. On dit généralement que c'est la 3e source de stress, le déménagement, après le deuil et le licenciement. Donc, c'est normal qu'on reste dans son logement depuis longtemps parce que parfois, effectivement, on a du mal à faire ce grand changement. Donc, je comprends mieux maintenant, Evelyne, ce que vous me disiez. Donc, vous, c'est dépendant du contexte familial, effectivement. Très bien, Evelyne. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que là, on parle des logements et que la semaine prochaine, on parlera du déménagement. Donc là, normalement, on a essayé de faire une cohérence pédagogique dans ces vidéos. Et Pascal nous dit que tu as accompagné des personnes dans leur logement qui étaient dans leur logement depuis 50 ans. Oui, donc c'est vraiment, quand on y est depuis longtemps, c'est quelque chose qui peut être assez délicat de changer de logement. C'est pour ça aussi que c'est quelque chose qui se prépare, que c'est pas des projets qui se prennent à la légère et que c'est quelque chose qui doit être partagé et fait en bonne connaissance de cause. Donc finalement, je vous ai expliqué ça, c'est difficile, on y est depuis longtemps dans son logement. Pourquoi vous iriez changer de logement et pourquoi est-ce que je vous présente aujourd'hui des logements adaptés pour les retraités? Et puis aussi, quand est-ce qu'il va falloir commencer à se poser la question ou quand est-ce qu'il va falloir se dire, non, en fait, je n'ai absolument pas envie de changer de logement.
Donc déjà, première chose qui est une réflexion presque philosophique sur ce sujet, c'est faut-il rester à tout prix dans son logement? C'est vrai qu'on y est attaché parfois à nos logements. Moi, j'ai rencontré des personnes qui me disaient ce logement, je ne veux pas le quitter, je veux mourir dans ce logement-là. C'est le logement dans lequel j'étais avec mon conjoint, mes enfants. Je ne veux pas en bouger. C'est très important pour moi. Alors, il y a un reportage que je vous invite à consulter, qui est très intéressant et qui vous permettra d'aller plus loin aussi suite à cette conférence. C'est Leroy Merlin. Alors, ça peut être assez étonnant, effectivement, de voir Leroy Merlin sur ce sujet, mais ils ont, Leroy Merlin, toute une série de... Ils ont un espèce de laboratoire de recherche sur le logement. Et ces vidéos, donc vous pourrez cliquer sur ce lien, c'est J'y suis, j'y reste. Je vous l'enverrai aussi cet après-midi. Et c'est extrêmement intéressant, c'est un documentaire. Et vous verrez à un moment une dame qui habite donc dans un petit village, dans un logement, alors là pour le coup, en tant que professionnelle qui semble pas du tout adapté. Et cette dame, pour fermer ses volets, tous les soirs et tous les matins, elle prend un escabeau, donc c'est une dame qui est très âgée, hein, elle prend un escabeau, elle monte dans son évier et elle va fermer ses volets. Et alors, je peux vous dire que quand on voit ça, c'est un sacré choc parce que en tant que professionnel, on se dit mais c'est pas possible. Et cette dame, elle y tient à ça et c'est très important pour elle. Alors, la suite de la vidéo, évidemment, c'est Leroy Merlin nous montrera qu'elle a fait adapter, qu'elle a mis des volets roulants et que ça lui a quand même facilité la vie. Mais il y a une vraie réflexion à se faire, de se dire est-ce que pour moi, mon logement est très important et donc j'y suis attachée, ou j'ai des liens familiaux qui font que je dois y rester, ou est-ce que finalement il est peut-être temps d'en changer et que ça a un impact sur la santé, sur mon bien-être qui est peut-être important à avoir en tête. Donc là, loin de moi l'idée de vous dire il faut absolument changer, mais en tout cas pour nourrir cette réflexion, je vous invite vraiment à consulter ce témoignage qui est très très intéressant. Ça doit durer 1 heure, hein, la vidéo, et elle est très bien faite et vous verrez tout le process sur le site de Leroy Merlin, source.fr. Moi, mon idée, c'est quand même derrière tout ça, de faire en sorte que vous puissiez rester le plus longtemps possible dans votre logement et dans un logement qui vous plaise et dans lequel vous avez vécu confortablement. Et c'est ce qu'on fait, enfin moi c'est ce que j'ai fait pendant plusieurs années, c'est ce que fait aujourd'hui Pascal avec les personnes qui l'accompagnent, c'est de faire en sorte d'accompagner vers un logement qui est votre choix et qui va être adapté le plus longtemps possible. Parce que c'est vrai que souvent on voit des situations, par exemple une personne au 4e étage sans ascenseur. Moi j'ai rencontré des personnes qui étaient dans les logements dont elles ne pouvaient pas sortir, dont elles étaient finalement un peu prisonniers parce que si on a par exemple nécessité d'utiliser un déambulateur parce qu'on a fait une chute, même si c'est pendant une courte période, et ben malheureusement le 4e étage sans ascenseur, on ne pourra plus descendre. Donc c'est aussi cette idée de se dire s'il m'arrive quelque chose même de courte durée, que je puisse continuer à sortir, je puisse continuer à avoir une vie agréable. Et donc ça c'est vraiment important pour votre bien-être. Et puis, il y a aussi l'anticipation des besoins. Moi, les situations les plus agréables que j'ai pu rencontrer, c'est des personnes qui m'ont dit c'est mon choix, je souhaite changer de logement et je vais être acteur de ce changement. Et le fait d'avoir anticipé qu'on ne fasse pas ce projet au dernier moment en se disant bah là je ne peux plus rester chez moi, la situation est trop compliquée, c'est vraiment quelque chose qui peut être très intéressant et qui peut être aussi beaucoup plus facile à vivre. Donc finalement, sur le pourquoi déménager, l'idée c'est de pouvoir rester chez vous le plus longtemps possible, hein, c'est vraiment ça l'objectif. Et quand déménager, bah, j'ai pas trop la réponse, hein, et c'est vraiment chacun qui pourra voir à quel moment c'est le plus adapté. Donc s'il y en a qui ont déménagé, qui souhaitent nous écrire, témoigner là-dessus, n'hésitez pas pour nous dire bah, finalement comment vous avez fait, à quel moment vous avez pris cette décision de déménager et qu'est-ce qui a été finalement le déclencheur. Vous pouvez aussi m'écrire par mail, hein, je serais ravie d'avoir vos témoignages. Donc, sur les logements,
Là, l'idée, c'est de vous donner quelques critères aussi de choix sur le lieu géographique, l'environnement, et qui sera important quand vous allez visiter des logements, quand vous allez vous poser la question de finalement quel type de logement va me convenir. Il y a quand même des critères à avoir en tête. Donc déjà, toute la partie lieu géographique. Donc je vous ai mis exprès une belle photo. Alors il paraîtrait que ce serait les Maldives, c'est ce qu'on m'a dit. Une dame qui avait eu la chance de pouvoir partir dans les Maldives et qui m'a dit voilà, c'est là. Donc pourquoi pas, effectivement, il y a la possibilité, alors pas en ce moment, je vous l'avoue, mais de changer de pays et d'aller passer sa retraite à l'étranger. Alors beaucoup de pays, même si la période fait qu'on ne sait pas trop si ça va se confirmer là-dessus, mais par exemple, vous avez le Portugal, je crois l'Italie également, qui propose que vous n'ayez pas, pendant 10 ans, je crois, à payer d'impôts si vous allez vivre à l'étranger, donc dans ces pays, et vous installer là-bas. Donc Fabienne, vous partez tout de suite. Très bien, parfait. Donc effectivement, l'étranger peut être une solution. Attention quand même, on le voit dans ces périodes de grandes difficultés. Quand on est à l'étranger, ça peut être compliqué de revenir en France s'il y a quoi que ce soit. Et puis attention à tout l'aspect aussi médical. On a la grande chance d'avoir en France finalement un système de santé qui est extrêmement performant. Alors je n'ai rien contre les autres pays d'Europe qui doivent avoir des très bons systèmes de santé, mais c'est vrai que attention à bien vérifier que l'endroit dans lequel vous irez, il y a un système de santé qui correspond à votre besoin. Et puis je pense qu'il faut aussi se poser la question, est-ce que dans un autre pays, vous allez pouvoir vous habituer à la langue et est-ce que ça ne va pas être un trop grand frein pour vous adapter? Ça peut être la même chose pour une région natale. Alors, j'ai beaucoup de personnes qui me disent je retourne dans ma Bretagne natale à laquelle je suis très attachée. Alors pourquoi pas, mais attention quand même à la région natale qui peut avoir un petit peu changé depuis que vous l'avez quittée depuis 40 ou 50 ans. Donc c'est vrai qu'il faut faire attention. Moi j'avais vu une dame qui était repartie dans le sud de la France et elle est revenue, alors elle habitait en région parisienne et elle est revenue au bout de 2-3 mois parce que finalement elle n'avait pas réussi à s'adapter à cette région qu'elle ne reconnaissait plus. Donc attention à ça. Une solution qui fonctionne très bien aussi, c'est de rester finalement dans son même quartier, voire dans son appartement. On va le voir comment changer un petit peu de logement via la cohabitation intergénérationnelle, mais sans avoir à changer finalement ses habitudes. Alors Marie-Annick, vous nous dites, vous êtes du Nord, mais vous avez envie de partir en Espagne. D'accord, très bien. Alors c'est vrai que souvent, hein, le soleil nous appelle. Même si avec le réchauffement climatique, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Ça se trouve, le Nord sera la nouvelle Côte d'Azur dans quelques années. En tout cas, effectivement, le même quartier, je pense que c'est quelque chose qui peut être une solution moins difficile, même si ça reste toujours un grand chamboulement. Même si on reste dans le même immeuble, c'est quand même un moment de vie de changer de lieu de vie. Et puis le rapprochement familial, pourquoi pas aussi, hein, moi, je vois beaucoup de personnes qui changent de logement pour se rapprocher des enfants, des petits-enfants. C'est quand même un projet à réfléchir en famille. Il faut faire attention à bien être d'accord sur les modalités de ce rapprochement familial. Également, faire bien attention à l'environnement extérieur. Quand vous visitez des logements, quand vous allez commencer à réfléchir à un logement qui soit plus adapté, penchez-vous sur la question des transports en commun, de l'environnement médical aussi. Y a-t-il les médecins dont vous avez besoin? Y a-t-il, on parle beaucoup de déserts médicaux hein, qui peuvent être un grand problème quand on a un besoin d'un suivi important sur certaines pathologies. Ensuite, une solution également, parce que là, on va parler des logements adaptés aux retraités, aux seniors, mais c'est de faire adapter son logement. Là, mon but n'est pas de vous forcer à changer de lieu de vie. On peut aussi adapter son logement sans avoir à changer de logement. Et là, je vous invite à découvrir la visioconférence qu'on a fait avec la structure Adaptia il y a quelques semaines sur ce thème-là. Et puis le niveau d'autonomie aussi. Evelyne, vous nous dites la Réunion, parfait, on part à la Réunion.
Superbe. Donc effectivement, attention sur le niveau d'autonomie. Là, je vais en parler pendant cette visioconférence. Il y a des types de logements qui sont adaptés à un certain type d'autonomie. Si vous êtes effectivement en perte d'autonomie, donc on parlera de GIR et que vous avez des difficultés pour, par exemple, vous déplacer ou faire votre toilette, ça ne sera pas forcément adapté d'aller en résidence autonomie justement ou d'aller dans un logement indépendant. Par contre, si vous êtes en pleine forme, aller dans un EHPAD ou en famille d'accueil ne sera pas non plus la bonne solution. Donc, il faut vraiment adapter son logement et le choix de son logement à son niveau d'autonomie. Et puis, le nerf de la guerre, c'est les ressources financières. On va parler de l'aspect financier pendant toute cette visioconférence. Et je pense qu'il faut l'avoir vraiment en tête, de se dire, il faut que ce logement dans lequel je vais être, il soit adapté financièrement, mais tout au long de ma vie. Et on vit de plus en plus longtemps. Donc, si je vis 100 ans, il faut que pendant 100 ans, enfin le reste en tout cas de mes années de vie, je puisse subvenir à mes besoins et puis être confortable aussi, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc, c'est vraiment nécessaire de faire, pourquoi pas, un plan budgétaire sur plusieurs années, notamment si vous vous occupez d'un proche qui doit partir en EHPAD. C'est vraiment important de faire ce plan budgétaire. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet maintenant sur les types de logements seniors. Alors, je vais commencer avec celui que vous connaissez peut-être déjà, mais il y a quelques éléments qui, je pense, peuvent être intéressants et que peut-être vous ne connaissez pas ou vous connaissez. Et s'il y a des personnes qui vivent en résidence autonomie et qui sont présentes dans cette visioconférence, n'hésitez pas à témoigner également. Et donc, j'avais vu que Pauline nous disait que vous savez 10 ans que vous êtes au Pays Basque et vous ne retournez pas à Grenoble. Très bien. Alors, on n'a rien contre Grenoble, mais effectivement, le Pays Basque, c'est vraiment particulièrement joli. Donc, effectivement, Evelyne, vous avez raison. La crise a quand même beaucoup changé de choses sur l'idée de est-ce qu'on va aller en appartement, sachant qu'un jardin, on s'est rendu compte, pouvait être intéressant. Alors après, pourquoi pas se dire un plus petit jardin, un logement qui sera plus adapté. Mais c'est vrai que je peux comprendre qu'aujourd'hui, les jardins sont précieux. Et ceux qui en avaient ont pu effectivement en profiter encore plus pendant cette période. Donc, sur les résidences pour seniors autonomes. Donc, autonome, ça veut dire, pour ceux qui connaissent, on a le groupe ISO-ressources, c'est GIR 5 à 6. Donc, finalement, vous n'avez pas besoin d'aide pour effectuer les actes de la vie courante et vous êtes parfaitement autonome. Donc, vous avez deux types de résidences pour seniors autonomes. Vous avez les résidences autonomie, qui s'appelaient les foyers logements ou logements foyers, qui sont gérés généralement par des structures publiques. Donc, c'est des structures qui sont souvent gérées par les CCS, par les centres communaux d'action sociale, mais le principe est le même qu'une résidence-service, donc qui, elles, sont des structures gérées par une structure privée. La différence qu'il va y avoir entre ces deux types de logements, la différence principale, ça sera les services proposés et le coût, évidemment, de la structure. Je vous parlerai juste après du coût, mais c'est vrai que généralement, c'est ce qui va changer les choses. C'est que quand c'est géré par une structure privée, le coût est quand même beaucoup plus important. Mais le principe reste le même, c'est que vous allez être dans des logements qui sont individuels et privatifs. Alors, j'insiste vraiment là-dessus, on n'est pas du tout sur un EHPAD, sur une maison de retraite, vous êtes vraiment chez vous. Donc là, je vous ai mis une petite photo en haut à droite d'un appartement. Vous avez des logements, alors souvent c'est quand même des studios, mais vous avez aussi parfois des 2 pièces, voire des 3 pièces. Moi, j'ai vu des personnes qui, alors en résidence service privée, avaient des 3 pièces et pouvaient effectivement être dans leur logement et inviter leurs petits-enfants, leurs enfants, même avec une chambre supplémentaire. Donc ça, c'était intéressant. Vous êtes évidemment complètement libre de partir en vacances, de pouvoir inviter des amis, de pouvoir loger quelqu'un. Vous êtes locataire comme dans un appartement, un logement lambda finalement. Ça, pour le coup, ça ne change pas. Par contre, vous allez avoir des espaces communs
Donc je vous les ai mis là en haut à gauche, des lieux communs qui vont permettre, et ça je pense que c'est vraiment l'aspect très positif de ces types de résidences. En dessous vous le voyez, hein, c'est du lien, du rire, de l'échange, et on peut choisir ou choisir soit de ne pas participer aux animations, aux choses qui sont proposées, ou décider tous les jours d'aller au café en bas, prendre le café en bas, discuter avec d'autres personnes, et ça permet vraiment de créer du lien, et je trouve que c'est vraiment, en tout cas toutes les personnes moi, que j'ai pu accompagner ont vraiment été très contentes de ce genre de service proposé. Donc il y a des animations qui sont de tout type. Donc par exemple, moi ça m'est arrivé de faire des conférences sur le thème du tri dans les résidences. Vous avez aussi plein de choses intéressantes. Alors on n'est pas sur des animations du collier de pâtes, hein. Il y a vraiment des choses, des conférences sur des thèmes très intéressants, sur l'art, sur voilà. Vous avez vraiment des choses très chouettes. Alors certaines résidences services, vous avez le jacuzzi, la piscine, des choses très sympas également, mais c'est pas toujours le cas, hein, et effectivement les structures publiques qui sont évidemment moins onéreuses, généralement, enfin en tout cas moi j'ai jamais vu de piscine dans ces structures-là, mais c'est pas le même coût non plus. Et puis vous allez avoir des services qui sont inclus, donc souvent vous allez avoir la possibilité d'avoir du ménage, d'avoir aussi la restauration, donc un restaurant dans lequel vous pouvez choisir ou pas de déjeuner, voire de dîner. Et c'est vrai que là-dessus, c'est plein de services qui sont très utiles, très pratiques, et qui peuvent, alors quand on est en forme, pas forcément être utiles, et se dire bah j'y vais parce que j'en ai envie et que je veux créer du lien et que je rencontre des gens qui sont de ma génération avec qui je m'entends bien. Et puis ça peut être aussi dans des périodes où on a eu un souci, on est un peu fatigué, de se dire bah là j'ai de l'aide, et c'est très pratique. Donc on est vraiment sur des choses à la carte qui sont très intéressantes, et des structures qui peuvent être très pratiques. Donc sur la partie financière, parce que c'est aussi un aspect qui est vraiment important. Alors sur les résidences autonomie, je vous ai mis une fourchette qui est très très vaste. Attention, ça dépend effectivement d'une région à l'autre, d'une structure à l'autre. Vous allez avoir un coût qui varie entre 500 et 1500 euros par mois. Donc voilà, là-dessus, vous avez effectivement, ça comprend en général tous les services et toutes les animations. Et vous avez généralement uniquement le téléphone à rajouter, et parfois l'électricité. Sur les résidences-services, donc privées, le coût est un peu plus important. On est entre 1000 et 2500 euros par mois. Et il faut bien faire attention là quand vous allez visiter ces structures à bien demander ce qui est inclus, parce que vous avez parfois des choses qui ne sont pas incluses et qui vous sont nécessaires. Donc quels services sont inclus quand vous allez demander la tarification et avoir un devis, hein, vraiment là-dessus, c'est un loyer, donc il faut en savoir un petit peu plus là-dessus. Avant de faire son choix, c'est vraiment important d'avoir visité la résidence, de connaître effectivement les services qui sont inclus dans le coût, et de rencontrer l'équipe. Vous verrez, il y a des structures dans lesquelles on se sent bien tout de suite, avec des équipes charmantes, très agréables, où on entend des rires, où il y a une ambiance très rapidement. Et ça dépend vraiment de l'équipe de direction, notamment la directrice ou le directeur de la structure, qui va insuffler quelque chose. Donc vraiment rencontrer les équipes et visiter, et même parfois visiter à des moments où on vous attend pas, un petit peu à l'improviste. Ça peut permettre de voir si vraiment dans ce lieu vous vous sentez bien. Et vous pouvez même faire un test pendant plusieurs semaines. Il y a beaucoup de personnes qui font ça pour voir, sans prendre de décision radicale, est-ce que je me sens prêt à vivre dans ce logement-là, et ça vous permet effectivement de tester pendant quelques semaines ce type de résidence. Donc, je vais laisser Justine maintenant se présenter et présenter une autre solution qui est la cohabitation intergénérationnelle, un autre type d'habitat. Oui, tout le monde m'entend? Tu me confirmes, Gwendoline? C'est parfait, et tu me diras quand tu veux que je passe la vidéo, je suis à ta disposition là-dessus. Bah, écoute, je pense que ça pourrait faire une très bonne introduction, donc je te propose de la diffuser maintenant.
Superbe. Et ben, je commence par ça. On a testé normalement avec Pascal tout à l'heure et puis nous, on avait testé aussi ensemble. Normalement, ça devrait bien fonctionner. Donc, on va passer une petite vidéo de témoignage. Hop. Alors, vous allez me dire si vous entendez bien. Est-ce que le son est bon Oui. Ouais. J'habite à Paris depuis une trentaine d'années. Je suis dans le 19e et j'ai la chance d'avoir un appartement où j'ai 3 chambres. 3 raisons. L'envie de partager des expériences, financièrement aussi, un apport financier. Et oui, puis il y a des moments finalement où j'étais seule, donc briser un petit peu cette solitude. C'est une amie qui m'envoie un message par WhatsApp pour répondre à un questionnaire. Et c'était la société Colette. Et j'étais un peu plus curieuse. Je suis allée directement sur le site. J'ai dit que j'étais intéressée. Ça tombait pile au bon moment. Et j'ai été rappelée par Mathieu. C'est grâce à Colette que j'ai sauté le pas. D'abord parce qu'il y a un vrai sérieux. Il y a une vraie histoire aussi. C'est rassurant pour nous. Nous sommes protégés aussi si quelque chose se passe mal. Colette est là. Gère. J'avais qu'une envie, c'est finalement passer à l'action. Ça se passe très très vite et l'échange se fait très bien, ça match. Et donc elle arrive à la maison et nous avons partagé, ainsi qu'avec mes enfants, finalement, de très bons moments. Mon meilleur souvenir, c'est une soirée où finalement mon fils aussi est revenu passer du temps à la maison et puis j'avais organisé un repas et j'avais organisé un jeu et puis on a tout joué tous les 3 et ils ont discuté, ils se sont rencontrés et ça a été un vrai moment de partage et d'échange. Tout le monde va vouloir habiter chez moi. Super. Alors là, vous venez de voir en fait le témoignage de Brigitte, qui est l'une de nos premières hôtes sur Colette Club. Donc qu'est-ce que Colette Club et qu'est-ce qu'on fait en fait? Donc nous, notre mission, c'est d'aider les étudiants et les jeunes actifs à s'installer chez des personnes de plus de 60 ans qui ont une ou plusieurs chambres libres. Ah, Justine, on ne t'entend plus. Ton micro a été... Gwendoline, c'est bon? C'est bon, c'est revenu. Ah oui, ça s'était coupé, je suis désolée. Donc là, ce que je disais, c'est que vous venez de voir le témoignage de Brigitte, donc qui est une des premières hôtes de Colette Club. Donc nous, en fait, notre mission, c'est d'aider les étudiants et les jeunes actifs à s'installer chez des personnes qui ont plus de 60 ans pour cohabiter ces personnes de plus de 60 ans qui ont une ou plusieurs chambres libres à louer à leur résidence principale. Donc, c'est un système en fait qui s'appelle la cohabitation intergénérationnelle. Et pour qu'il y ait cohabitation intergénérationnelle, il faut donc que l'hôte ait 60 ans ou plus et que le cohabitant, le jeune, ait moins de 30 ans. Voilà. Sinon, on n'est pas dans le cadre de la cohabitation intergénérationnelle. On va être dans le cadre d'une location classique. Et là, je vais vous expliquer un peu plus, mais la cohabitation intergénérationnelle, il y a vraiment des avantages fiscaux que n'a pas la location classique, quoi. Du coup, nous, Colette, je dirais notre valeur ajoutée au niveau de la cohabitation intergénérationnelle, c'est vraiment qu'on s'occupe de tout. Chaque profil de jeune, on le rencontre d'abord par téléphone, puis ensuite physiquement, ce qui nous assure en fait de son sérieux, de ses motivations et ce qui nous aide aussi à comprendre sa personnalité. On en fait de même avec les hôtes donc de plus de 60 ans, ce qui nous garantit en fait de créer des binômes de cohabitants qui vont bien s'entendre et ça garantit en fait le succès de la cohabitation intergénérationnelle. Donc nous, je disais, chez Colette, on s'occupe de tout. On vous garantit donc un accompagnement avant l'installation du jeune à la maison et pendant aussi, on est toujours présent.
On propose aussi une garantie loyer impayé. On propose aussi une assurance dommage. Donc, concrètement, on s'occupe vraiment de tout. Et du côté de l'autre, il y a vraiment juste à rencontrer plusieurs jeunes et à faire, entre guillemets, son choix et à démarrer la cohabitation intergénérationnelle. Donc, du coup… Très intéressant. Et sur le nombre de mètres carrés nécessaires, parce que je pense que c'est aussi, est-ce qu'il faut une pièce à part? Est-ce qu'il faut avoir beaucoup de place pour… Alors, il faut minimum une chambre de 9 mètres carrés. C'est illégal, en fait, en France, de louer à moins de 9 mètres carrés. Donc, l'idéal, c'est donc d'avoir cette chambre meublée, donc meublée avec un lit, un matelas, une petite armoire, le minimum, en fait, pour que le jeune puisse, quand même bien s'installer. Et l'accès aux parties communes, donc les sanitaires, la cuisine et la salle de bain. Très bien. Du coup, l'avantage pour l'autre, nous, en fait, notre vocation chez Colette, c'est vraiment d'aider les personnes de plus de 60 ans à vivre le plus longtemps possible chez elles et le mieux possible. L'avantage de la cohabitation intergénérationnelle, c'est que ça permet à la fois d'avoir une présence à la maison pour les personnes qui, d'ailleurs, seules ou en couple, mais qui ont besoin de coups de main quotidiens, changer une ampoule, rebrancher la box Wi-Fi parce que ça marche pas, ou alors être aidé parce que on a un nouveau téléphone portable et c'est un petit peu compliqué de le prendre en main. Donc, ça permet d'avoir cette présence, ces petits coups de main quotidiens. Et puis, ça permet aussi de générer des revenus complémentaires grâce à la location de cette chambre à la maison. Et donc, dans beaucoup de cas, mine de rien, garantir à cet hôte de continuer de vivre à la maison et de ne pas être obligé de changer de logement pour souvent un logement plus petit. Parce que on le sait tous, mais quand on passe à la retraite, voilà, il y a une chute des revenus et parfois ça devient problématique et ça oblige à changer de logement. Donc là, le but, c'est vraiment de pouvoir rester le plus longtemps possible à la maison. Superbe. Et en termes de coûts ou de revenus que ça génère, qu'est-ce que ça représente? Alors, la cohabitation intergénérationnelle, c'est encadré et donc l'avantage pour l'autre, c'est qu'il y a des exonérations fiscales. Pour être exonéré, il faut à tout prix ne pas dépasser 190 € annuels par mètre carré loué. Donc concrètement, si vous louez une chambre de 10 mètres carrés pendant un an, ou pendant 10 mois, pour faire simple, vous allez avoir 1 900 € de revenus annuels grâce à cette location. Et ça sera totalement… vous n'aurez absolument besoin de déclarer aucun revenu. Donc, vous n'aurez aucune taxe dessus. C'est ça l'avantage, en fait. Et si jamais vous voulez mettre un loyer plus élevé, c'est tout à fait possible. C'est vraiment l'hôte qui choisit le montant finalement du loyer. C'est juste que tout ce qui excédera sera soumis à l'impôt sur le revenu, mais en tout cas, il y aura dans la limite de 190 € annuels par mètre carré de l'exonération fiscale à 100%. Très bien. Donc, on peut espérer effectivement jusqu'à 200 € par mois de plus pour vivre, ce qui peut être très intéressant. Exactement. Donc Ouais. ça, c'est une très bonne chose. Et en termes de temps que le jeune doit consacrer pour nous aider ou ce genre de choses, comment ça se construit Ouais, alors voilà, c'est un très bon point. Le jeune, donc, il peut être amené à effectuer ce qu'on appelle des menus services. Donc, il est évident que le jeune ne remplace pas un auxiliaire de vie, une infirmière à domicile. Il va donc pouvoir effectuer des menus services, un peu ce que je citais tout à l'heure. Changer une ampoule ou bien s'engager à dîner une fois par semaine avec son hôte ou à faire une fois dans la semaine des courses. Il faut que ça reste raisonnable en fait et que ça ne représente pas un nombre énorme d'heures dans la semaine. Mais c'est vrai que plus le jeune sera amené à effectuer des menus services, a priori, plus le loyer sera faible. Mais en tout cas, voilà, enfin… on est plus sur de l'entraide et on n'est surtout pas en fait dans vraiment le remplacement d'un aidant à domicile.
Oui, ça va être des petites choses, par exemple, remonter les packs d'eau si on est en étage, Exactement. ce genre de choses. Et Absolument, ouais. donc c'est vraiment les vases communicants de voir, un petit peu, de se mettre d'accord sur, ce dont on a besoin, si c'est plus de l'aspect financier ou plus de l'aide, ponctuelle de la part d'un jeune ou du lien aussi, j'imagine, ça peut être, Tout à fait. Et tout ça fait l'objet est contractualisé en fait dans ce qui s'appelle un contrat de cohabitation intergénérationnelle. L'hôte et son cohabitant se mettent d'accord sur justement ces menus services, sur le loyer, et ensuite c'est contractualisé et donc l'un comme l'autre doivent s'engager. Et là, nous, notre valeur ajoutée, Colette, c'est que vraiment, on suit à la fois l'hôte et le cohabitant pendant toute la durée de la cohabitation pour s'assurer que tout est OK. On est vraiment le tiers de confiance qui va aussi aider à la communication entre le binôme, etc. très bien. Et effectivement, si là aujourd'hui, donc j'ai mis ton mail, Justine, sur le chat, s'il y a des personnes qui écoutent cette visioconférence qui sont intéressées, elles peuvent te contacter sur justine@collect.club. Oui. Et ensuite, comment ça se passe, comment se passe le process? Alors, on prendra contact avec là où les personnes qui m'envoient un email par téléphone. On commencera à faire connaissance, à essayer de comprendre aussi le besoin. Et puis après, ça rentre dans notre entre guillemets process où on va, si on est, alors aujourd'hui nous on est plutôt, c'est vrai, en activité sur Paris et l'Île-de-France, puisqu'on est une jeune start-up, on n'est pas encore partout en France. Mais si on peut répondre positivement, on le fera, on enclenchera le process pour créer un binôme qui va parfaitement fonctionner avec ces personnes. Très bien. Bah, merci beaucoup. Justine, est-ce que tu as d'autres choses à ajouter peut-être? Non, alors merci déjà de m'avoir permis de présenter la cohabitation intergénérationnelle. Je suis à dispo pour répondre à toutes les questions maintenant via le chat, mais aussi après. Faut pas hésiter. Et voilà, au plaisir de faire plus ample connaissance avec ceux d'entre vous qui seront intéressés. Super, bah merci beaucoup Justine de t'être rendue disponible et puis aussi pour cette vidéo de témoignage très intéressante et qui nous montre que c'est une solution qui aujourd'hui mérite d'être plus connue, je pense. Absolument, oui, tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, Justine y répondra effectivement par le chat. Elle pourra répondre à toutes vos questions et puis à lui envoyer un mail si vous avez d'autres interrogations à justine@colette.club. Donc, merci beaucoup. Donc, c'est vrai que moi, c'est des solutions que je trouve très intéressantes qui conviendront effectivement peut-être pas à tous, hein. Ça, c'est vraiment au choix de chacun, mais qui ont le mérite de permettre effectivement de rester chez soi le plus longtemps possible et puis de créer du lien, hein. C'est aussi ce qu'on aime et ce qu'on apprécie. Alors, on rentre tout de suite effectivement dans un autre thème qui sont les logements pour les personnes dépendantes. Alors, j'ai voulu apporter une touche positive et un petit peu humoristique parce que j'ai trouvé de très belles photos pendant cette période de confinement qui, je pense que cette période aide, je l'espère, à redorer un petit peu le blason de nos EHPAD qui avaient été effectivement pas forcément mis en valeur ces dernières années. Moi, je connais des établissements qui sont très très bien, notamment un dans lequel ma grand-mère est, avec des équipes qui sont vraiment au top. Et donc, vous voyez là, pendant le confinement, effectivement, les résidents ne pouvaient pas, ont été particulièrement confinés, hein, vu la fragilité des résidents. Et donc, il y a des activités qui ont été mises en place. Alors, vous voyez, l'activité en haut, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, mais on a des espèces de boîtes et vous allez pouvoir attraper les balles. Donc voilà, donc ça permet de garder les distances de sécurité, hein, comme vous le voyez. Et puis aussi des lotos qui ont été organisés. Donc chacun sort de sa chambre, mais est à distance et vous pouvez, les résidents ont pu jouer tous ensemble. Donc voilà, c'était assez, je trouve des exemples intéressants pour vous expliquer un petit peu ce qu'est un établissement effectivement pour les personnes âgées dépendantes. Là, on est vraiment sur quelque chose de très différent de la résidence autonomie. Chacun va avoir sa chambre indépendante, individuelle, avec
En général, salle de bain et WC individuels. Par contre, les repas sont tous collectifs et il y a effectivement de l'animation. Alors qui pendant cette période a été particulièrement compliquée à mettre en place, mais qui ont continué. Vous avez des équipes et des structures qui sont très agréables, avec des équipes très impliquées dans leur métier. Et c'est vrai que l'idée, c'est de permettre aux personnes d'avoir un accompagnement vraiment important, médico-social important, mais tout en gardant effectivement une vie sociale qui, je pense, est vraiment clé. Donc toujours pareil, le constat que moi j'ai pu faire, c'est que souvent la difficulté, c'est que le choix de l'EHPAD et le choix de l'établissement et ce choix de rentrer en établissement n'est pas le choix de la personne. Vous avez peut-être des proches, des amis, de la famille qui a dû rentrer en établissement et c'est vrai qu'on ne sait pas son propre choix et qu'on y va parce que des soucis de santé sont trop importants, ça peut être délicat. Donc aujourd'hui, le but, c'est de vous dire, évidemment, je ne vous demande pas de rentrer en EHPAD demain matin, mais de vous intéresser à ce sujet, peut-être, pourquoi pas, alors soit en tant que bénévole, d'aller dans ces établissements. Il ne faut pas en avoir peur, c'est vraiment des lieux de vie, des beaux lieux de vie dans lesquels il y a des personnes qui sont vraiment très présentes. Et c'est aussi des établissements qui peuvent, dans lesquels on peut venir de manière temporaire. On n'est pas obligé de se dire bah, demain je rentre en établissement et j'y vais pour toujours. C'est moi par exemple ma grand-mère y a fait plusieurs séjours, un peu comme dans un établissement de soins de suite. Elle était tombée et elle y est allée pendant 3 semaines au départ. Après elle a refait une chute à son domicile. Elle y est retournée 3 mois. Elle a voulu revenir chez elle, ce qu'on peut très bien comprendre. Et là, il y a une chute qui a été effectivement encore plus difficile. Et là, elle a décidé de rentrer en établissement. Et je peux vous dire que pour nous, en tout cas, de savoir que pendant cette période de confinement, elle était bien entourée. On recevait des mails réguliers, des informations sur le fait que des mesures qui étaient prises, eh ben, c'est extrêmement rassurant. Et en tout cas, tout a été bien géré de notre côté. Donc voilà sur les EHPAD. Sur la partie tarifaire, c'est très délicat de vous donner des tarifs. Il y a vraiment de tout. Il y a des établissements qui vont de 2 000 € jusqu'à 10 000 € où vous avez le marbre au mur et de très belles prestations, notamment de repas. Moi, je pense que le plus important, c'est vraiment le personnel. Mais comme ce que je vous disais, que ce soit avec des structures qui vont gérer la cohabitation intergénérationnelle ou sur des résidences seniors, c'est vraiment les personnes qui travaillent dans ces établissements qui sont les plus importants. Donc, le process, c'est vraiment de visiter. Donc ça, je vous invite vraiment à visiter tous ces établissements en amont. Ensuite, il y a un dossier à déposer dans ces établissements, notamment un dossier médical qui est très important. Et puis ensuite, il y a le changement de domicile et le déménagement. Donc ça, c'est une étape dont on parlera la semaine prochaine. Mais c'est vrai que le process reste le même, que ce soit pour de la cohabitation intergénérationnelle, pour une résidence senior. Il faut réfléchir à son projet, le mûrir et ensuite, on va pouvoir se lancer dans le projet. Donc soit déménager, soit vider une chambre pour un étudiant, soit effectivement vider son logement et amener quelques affaires. Une autre solution qui est aussi intéressante, donc là aussi pour les personnes âgées en perte d'autonomie, c'est l'accueil familial qui est assez peu connu. Donc, vous connaissez peut-être les familles d'accueil pour les enfants, notamment avec l'aide sociale à l'enfance. Le principe est un petit peu le même, c'est des familles qui sont agréées par le département. Donc généralement, ce sont d'anciens infirmiers ou assistants de vie qui, chez eux, accueillent. Donc c'est maximum 3 personnes âgées par accueillant familial. Donc ça peut aller jusqu'à 6 personnes si c'est un couple qui accueille, qui a chacun un agrément. Et là, l'intérêt, donc, c'est qu'il va y avoir vraiment une structure familiale. Et j'avais vu une personne qui avait sa maman qui avait effectivement la maladie d'Alzheimer et c'était très difficile pour elle d'accepter une entrée en établissement en EHPAD, trop dur aussi pour elle de pouvoir gérer sa maman à domicile et donc elle a choisi l'accueil familial. Donc vous avez 2 structures, il y a la structure 7 familles qui propose un accompagnement justement pour trouver la bonne famille d'accueil et Famille DAC aussi qui est une association qui propose de trouver une famille d'accueil. L'intérêt également c'est le coût
financier par rapport à un EHPAD. Sur une famille d'accueil, on est à peu près à 1 500 € par mois pour le coût d'une famille d'accueil. Donc effectivement, un coût qui est bien moindre par rapport à ce qu'on a pu voir tout à l'heure, où je vous parlais entre 2 000 et 10 000 €. Oui, effectivement, Evelyne, vous avez raison. Le prix n'est pas du tout le premier critère à avoir en tête. Et je pense que ça, quelle que soit la situation, et quel que soit le type d'établissement, le plus important, c'est de vous sentir bien dans ce lieu et de vous dire que vous sentez à l'aise et que vous vous sentez aussi à l'aise avec les autres personnes, avec le personnel. Alors, l'aspect financier est très important. Alors là, on va survoler très rapidement les aides financières. L'idée, c'est de vous faire plus un récapitulatif de tout ce qu'il est possible. Mais quand vous allez chercher votre logement, une idée aussi, c'est de se dire, est-ce que ce logement financièrement me convient ? Donc, il y a plusieurs possibilités. Vous avez l'aide sociale à l'hébergement qui est possible pour les établissements alors, qui sont habilités, mais par exemple en résidence autonomie ou en EHPAD, vous pouvez bénéficier de l'aide sociale à l'hébergement. Attention, c'est une aide qui est récupérable sur la succession. Alors, il y a des critères très complexes, je vous l'avoue, donc je vous invite vraiment à vous rapprocher de votre mairie, du CCAS pour avoir plus d'informations. Vous avez aussi tout ce qui est aide au logement, les APL, l'aide sociale au logement. Donc ça, ce sont des aides qui sont aussi mobilisables pour ce type de logement. L'APA également, que ce soit en établissement, en résidence autonomie ou en famille d'accueil, est mobilisable. Il y a aussi l'obligation familiale. Donc si vous avez la nécessité d'entrer dans un établissement médico-social, il y a cette obligation familiale, c'est-à-dire que vos enfants, et parfois dans certains départements, même vos petits-enfants, peuvent être amenés à financer votre hébergement. Donc évidemment, ça ne les mettra pas. Enfin, il y a une étude qui est faite. L'idée, c'est pas que eux soient dans une problématique financière derrière, mais ils peuvent être amenés. Effectivement, l'assistante sociale peut être amenée par rapport à ce qu'ils peuvent financer, donc en faisant un jeu entre leurs ressources et leurs dépenses, à vous aider dans ce paiement. C'est évidemment pas ce qu'on souhaite, mais ça peut être effectivement une solution si on a un proche, un ami qui a des grandes difficultés et qui sait qu'il va devoir quitter son logement, aller dans un établissement médicalisé. Vous avez aussi les retraites complémentaires qui peuvent vous aider, des aides financières qui sont possibles sur la partie logement. Alors vous avez notamment l'Agir Carco qui propose une aide pour qui s'appelle Orisea pour vous permettre d'accéder à un logement adapté. Donc ça, c'est une possibilité. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre caisse de retraite complémentaire. Donc il y en a plusieurs, Malakoff Humanis, Clésia. Vous avez donc selon celle à laquelle vous avez cotisé, il y a G2R La Mondiale aussi. Donc il ne faut pas hésiter à se rapprocher d'eux. Il y a des aides possibles. Si vous avez le souhait de changer de logement ou de faire adapter votre logement, c'est des choses possibles. Et puis, il y a aussi des déductions fiscales ou des aides fiscales. Alors, pour la cohabitation intergénérationnelle, je ne le savais pas, donc c'est parfait, cette petit coup de pouce, effectivement, que ça soit pas imposable. Et puis, si vous allez en résidence senior en EHPAD, vous avez aussi la possibilité de déduire fiscalement certaines des aides. Donc, c'est vraiment survoler cette partie aide financière. Je vous invite toujours à vous renseigner auprès des structures de votre mairie, des structures médico-sociales et d'une assistante sociale qui pourra voir, selon votre situation, ce qui vous correspond. Mais sachez qu'il existe des aides en tout cas. Donc, pour conclure sur ce sujet, l'idée, c'est vraiment de choisir un logement qui soit adapté et adaptable le plus longtemps possible. Qui favorise le lien social. Je pense qu'on le voit aujourd'hui avec nos visioconférences, c'est vraiment le plus important, c'est ce lien qu'on peut avoir. Et puis, ne pas oublier de visiter le logement et d'anticiper ce grand changement. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à en discuter avec des amis, de la famille. Il existe plein d'autres types de logements, notamment des habitats intergénérationnels aujourd'hui. Donc, il y a vraiment beaucoup de types de logements qui sont possibles. Donc, n'hésitez pas, effectivement, je crois que quelqu'un a pris la main sur ma visioconférence. Donc, je n'ai plus la visioconférence. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à visiter les logements,
logements. Il y a plein d'autres types de logements imaginables. Je vous le disais tout à l'heure, tout ce qui est cohabitation, colocation intergénérationnelle, mais aussi des logements sociaux qui aujourd'hui permettent d'avoir cette cohabitation et des logements qui sont adaptés. On peut parler aussi de béguinage, plein de choses qui sont de plus en plus, en tout cas, cohérentes aujourd'hui. Donc, sur les sources et les références, je vous invite à découvrir le site pour-les-personnes-ag.gouv.fr qui est un site créé par le gouvernement qui reprend notamment toutes les aides sociales dont je vous ai parlé et tous les types de logements dont je vous ai parlé, dont on vous a parlé ce matin. Donc, un site ressources extrêmement intéressant. Et également le Roi Merlin, donc avec ce reportage très intéressant aussi que je vous invite à consulter, donc leroimerlinsource.fr. Donc, à suivre, et notamment la semaine prochaine, on découvrira comment organiser son déménagement. Je vous enverrai évidemment le lien pour l'inscription cet après-midi avec le replay. Et je vous invite à répondre à notre questionnaire satisfaction en cliquant sur cette slide sur « Cliquez ici ». Alors, pour ceux qui ne peuvent pas effectivement y accéder à ce questionnaire satisfaction, je vous l'enverrai cet après-midi par lien. Donc, vous pouvez y répondre à l'instant et sinon, n'hésitez pas à y répondre dès cet après-midi. Donc, vous retrouverez ici tous nos contacts. Donc, de mon côté, sur contact@movadom.com pour toute la partie conférence. Pascal pour la partie allié, macias.pascal@movadom.com et Justine pour la partie Colette Club, cohabitation intergénérationnelle, justine@colette.club. Merci à tous et une très bonne journée.